Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. PIB, épargne, investissement ou encore pouvoir d'achat. Le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan revient sur l'essentiel des chiffres à retenir, les chiffres relatifs aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l'année 2022. 1330,2 milliards de dirhams, c'est le montant du PIB au prix courant enregistré en 2022, un chiffre en hausse de 4,4% par rapport à l'année précédente. Le secteur des sociétés financières et non financières, premier producteur de la richesse nationale, a affiché une légère amélioration de 1,6% de sa contribution au PIB. Les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages, eux, ont produit 28,9% de la richesse nationale. Quant au pouvoir d'achat, il a enregistré une baisse de 2,5% dans un contexte de forte inflation. Et ce sont ces chiffres que nous allons commenter ce soir avec Abdellatif Komat. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors commençons par ce chiffre, justement, cette hausse du PIB de 4,4%, et donc ce chiffre qui est de 1330 milliards de dirhams. Est-ce qu'on s'attendait à ça ? Effectivement, en fait, le chiffre, il est évoqué depuis pratiquement le début de cette année, mais dans sa version, en fait, au prix constant. Il faut rappeler que les 4,4% en fait, d'évolution du PIB, c'est au prix courant. Ça veut dire qu'il intègre l'inflation. Sachant que ce qui, justement, mesure le taux de croissance, c'est de comparer le PIB d'une année par rapport à une autre année au prix constant, c'est-à-dire au même prix de l'année d'avant. Et là, à ce niveau-là, le Maroc n'a pas pu en fait connaître un taux de croissance de plus de 1,3%. Donc c'est en fait ce taux-là qu'il faut retenir, pas je dirais l'évolution du PIB au prix courant, mais au prix constant. C'est ce qui est convenu en termes d'analyse économique, c'est ce qui est connu au niveau universel pour comparer ce qui est comparable. Et donc, il faut rappeler que l'année 2022, c'était une année difficile, un taux de croissance relativement faible par rapport au taux de croissance qu'on a connu l'année d'avant, en 2021, qui était le rebond après le Covid. On a connu un taux de croissance de 7,9%. Donc, globalement, l'année 22... 7% au prix constant ou... Oui, prix constant. C'est le taux de croissance réel. Entre 2021 et 2020, c'était 7,9%. Et entre 22 et 21, c'est 1,3%. Ça, c'est le véritable taux de croissance et qui reste un taux de croissance relativement, bien sûr, faible par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qui est escompté pour le Maroc, par rapport à ses besoins sur le plan de la dynamique économique, la création d'emplois et autres. Justement, ça explique un peu, j'allais y venir, parler de ce paradoxe qu'il y a entre justement cette croissance qui a été enregistrée du PIB et le nombre de créations d'emplois qui, lui, est en baisse selon toujours les chiffres du HCP. Effectivement, en fait, le taux de croissance, déjà, il faut rappeler qu'il n'était pas un taux de croissance notable, donc c'était un taux de croissance faible, mais il faut décortiquer les chiffres en termes de perte d'emploi. En 2022, on estime à 280 000, mais l'essentiel de ces pertes d'emploi sont en milieu rural. Pratiquement les 229 000 pertes d'emploi, c'est en milieu rural. Et on connaît la sécheresse, qui était une sécheresse rude en 2022. On a pratiquement fait réaliser une production en termes de quintaux de 32 millions de quintaux de céréales. C'était pratiquement la récolte la plus faible durant ces dernières années. Et cela se répercute sur la création d'emplois en milieu rural. Et c'est le milieu rural, justement, qui a pâti, qui a fait que nous avons cette énorme perte d'emplois. Au niveau du milieu urbain, 51 000 qui ont été perdus. Et ce qui a fait grimper le taux de chômage de 12,1 à 12,9%, qui est également un taux de chômage élevé par rapport au taux... On parle même de 13%, je pense, non ? 12,9 ou 13, bon, c'est plus ou moins la même chose, qui est très élevé par rapport au taux qu'on a connu avant le Covid. On était aux alentours de 9,8%. Et donc, pratiquement, le taux de chômage a grimpé durant ces 3 dernières années. Mais normalement, pour chaque point de croissance, combien devrait-on créer d'emplois ? Alors, justement, on parle du chiffre aux alentours de 30 à 35 000 emplois, mais il faut dire également un constat, c'est qu'un point de taux de croissance crée moins d'emplois que dans le passé. Parce que nous sommes de plus en plus dans des activités, je dirais, capitalistiques, des activités qui créent moins d'emplois. Vous rappelez-vous que
Dans les années 70-80, il y avait l'agriculture, bien sûr, qui reste toujours un secteur prioritaire au Maroc, mais on avait des secteurs créateurs d'emplois qui étaient les secteurs les plus dynamiques, notamment l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des bâtiments et travaux publics, le tourisme. Ce sont les activités qui créaient essentiellement l'emploi en cette période-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a maintenu, on est en train de relancer certaines de ces activités, notamment le textile qui est en train de rebondir, le tourisme également. Cette année, on s'attend à battre des records en termes de nombre de visiteurs, mais en parallèle, le Maroc se positionne sur des secteurs moins créateurs d'emplois par rapport à l'investissement consenti. Quel secteur ? Là, je fais allusion notamment à l'industrie automobile, à l'industrie aéronautique, à l'industrie électrique et électronique. Vous savez que ces secteurs-là qui connaissent une évolution notable au Maroc, et bien sûr, le rapport investissement-création d'emplois, il reste moins créateur d'emplois que des industries classiques, mais bien évidemment, ce sont des emplois qualifiés, c'est des emplois à haute valeur ajoutée, et c'est la tendance à venir pour le Maroc, c'est d'aller vers justement plus de création de valeur ajoutée. Et bien évidemment, il faut en parallèle prendre en considération la dimension emploi. Et vous parlez d'emploi justement technologique. Effectivement. Et on va plutôt vers ça avec l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de création d'emplois à l'avenir ? Alors, ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, c'est un contraste qui a été évoqué à un certain moment pour des pays qui sont avancés aujourd'hui. Je pense au Japon, je pense à l'Allemagne, etc., qui ont métamorphosé leur économie, qui sont allés vers des industries à contenu technologique, mais en parallèle, elles ont créé des emplois. Alors, comme ils ont créé des emplois, tout d'abord, bien sûr, en qualifiant leur main-d'œuvre, qui aujourd'hui a été élevée d'un pan au niveau de sa contribution, mais également en développant la recherche-développement, d'accord, qui accompagne cette dynamique, et pour dire que finalement, un pays en se développant, en allant vers plus d'industrialisation, cela ne se fait pas forcément au détriment de la création d'emplois. Et de quel secteur, justement, est tributaire le PIB marocain aujourd'hui ? Alors, le PIB, en fait, aujourd'hui, bien sûr, il y a les services qui restent le secteur le plus important qui dépasse les 50%. Bien après, l'industrie, aux alentours de 27-28%, l'agriculture, 17-18%. Voilà, ce sont les trois grands secteurs, mais les services sont les plus dynamiques et les plus créateurs d'emplois. Aujourd'hui, donc, les services, et il y a pas mal d'investissements qui vont dans ce sens, et ça facilite ma transition vers ma prochaine question. Cette corrélation qu'il y a entre investissement, justement, et croissance. Alors, bien sûr, la croissance dépend de l'investissement. En fait, l'investissement, c'est l'investissement qui crée des richesses, et ce sont les richesses qui génèrent de la croissance. C'est pour ça que le Maroc aujourd'hui accorde une importance cruciale à l'investissement national, qui soit l'investissement étranger, à travers notamment la charte d'investissement qui a commencé à donner ses fruits, notamment au niveau international. Donc on a suivi un peu notamment tout ce qui a été généré suite à la visite royale de Sa Majesté aux Émirats Arabes Unis avec cet élan d'investissement. Mais il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, le Maroc est un pays attractif pour les EDE, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, qui viennent de Chine, par exemple, qui est en train d'investir dans tout ce qui est batterie électrique. Il y a des pays européens qui sont en train d'investir dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, il y a le dessalement de l'eau qui est en train de se développer. Donc, en fait, mais tout cela, bien évidemment, commence, en fait, il faudrait un peu plus de temps. Il faudrait un peu plus de temps pour justement en fait, voir les résultats en termes de création d'emplois, mais également en termes de croissance, parce que ce sont des projets à moyen et long terme. Mais pour répondre directement à votre question, l'investissement est fondamental, est essentiel, d'une part pour la croissance, c'est-à-dire la création de richesses, mais également pour la création d'emplois. Comme vous le dites, il y a plusieurs projets qui sont mis en place, plusieurs efforts qui sont déployés au niveau de l'investissement, mais est-ce que c'est insuffisant aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on a juste besoin de temps? En fait, insuffisant, c'est toujours, on a toujours besoin de plus. Il faut dire que le Maroc, aujourd'hui, il est en train de restructurer, de reconfigurer son économie. Et bien sûr, pour accompagner cette reconfiguration, on a besoin d'investissement, surtout dans des domaines nouveaux. Si on évoque les énergies renouvelables, vous savez que le Maroc, aujourd'hui, par exemple, a une stratégie à 2030 à ce que l'électricité soit produite à hauteur de 52% par de l'énergie renouvelable. Nous sommes aujourd'hui à 32-33%. Alors, bien évidemment, cela nécessite de l'investissement. Le Maroc a une politique de la gestion de l'eau
Par exemple, aujourd'hui, on est en train de connecter les réseaux, les flux d'eau, on est en train de dessaler, on est en train d'améliorer le système d'irrigation. Tout cela a besoin d'investissement. C'est-à-dire l'investissement, ce n'est pas seulement pour la création d'emplois, l'investissement, c'est pour repositionner le Maroc en fait, comme un pays émergent en phase d'intégrer le développement. Ce sont des choses très structurelles, très stratégiques, et pour cela, bien sûr, on a besoin d'investir. Alors l'investissement, il est national, mais également il est international, parce que l'international, il permet des connexions, mais il permet également des flux de technologie. Vous savez que lorsqu'il y a un investissement, en général, il y a un mouvement de technologie, comme ce qu'on a vu au niveau de l'industrie automobile. Le Maroc a commencé avec un taux d'intégration de 30-35%. Aujourd'hui, nous sommes à 65% et on tend à plus au niveau de l'industrie automobile. La même chose au niveau de l'aéronautique. On a commencé par des taux d'intégration très faibles et on est en train de monter en gamme pour dire qu'avec l'investissement, il y a bien sûr le transfert de technologie, mais il y a également la qualification du travail. Aujourd'hui, le Maroc, de plus en plus, offre du travail qualifié et cela nous permet de créer plus de valeur ajoutée et bien sûr plus de richesse, plus de revenus par tête et plus d'amélioration des conditions de vie. Et pour dire que, en fait, le système économique, bien sûr, il est complexe, mais il est intégré et la dimension investissement, elle est fondamentale, aussi bien pour la croissance que pour la création d'emplois. Un système économique donc intégré. Parlons maintenant des autres chiffres de ce rapport du HCP et particulièrement du pouvoir d'achat des citoyens qui auraient reculé de 2,5% justement à cause de l'inflation et de ce contexte inflationniste. Effectivement. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Parce que la croissance, elle est altérée par justement l'inflation. Si vous avez un taux de croissance de 2 ou de 2,5% et vous avez une inflation de 4 ou 5%, bien sûr, vous avez en fait un pouvoir d'achat qui baisse proportionnellement par la différence entre le taux de croissance et l'inflation. Mais il se trouve qu'au Maroc, depuis maintenant 2-3 années, nous avons un taux d'inflation qui est supérieur, qui est parfois le double, le triple du taux de croissance. Alors que dans le passé, le Maroc a toujours été un pays qui a préservé un taux d'inflation aux alentours de 1 à 1,5%. Et donc, comme la croissance était de 3, 3,5 jusqu'à 4%, le pouvoir d'achat s'améliorait. Aujourd'hui, nous sommes dans la tendance inverse. Il y a plus d'inflation que de croissance et cela se répercute sur le pouvoir d'achat. Alors, bien sûr, cela touche notamment en fait, le citoyen parce que cette inflation, il touche essentiellement les produits alimentaires. Vous savez que si nous avons aujourd'hui un taux d'inflation de 5%, en fait, l'essentiel de cette inflation est porté par la hausse des prix des produits alimentaires. Autant les autres produits n'ont pas connu une inflation élevée, mais c'est surtout les produits alimentaires qui aujourd'hui jusqu'à parfois 15% de taux d'inflation d'un mois à un autre. On a eu le pic au mois de février 2023 où le taux d'inflation était de 10%, mais à l'intérieur, les produits alimentaires ont grimpé jusqu'à 17-18%. Et donc c'est pour cela qu'il y a cette perception que le taux d'inflation il est supérieur à ce qui est réel. Si nous avons un taux d'inflation de 5%, pour les citoyens, il est plus que ça. Pourquoi? Parce que lui, il est touché essentiellement par les produits alimentaires et ces produits-là connaissent des augmentations de prix supérieures au taux moyen national. Vous avez dit dans les 17% carrément. Ah oui, pour les produits alimentaires, 17-18%. Hein, et comment ça impacte justement l'économie nationale, cette hausse inflationniste et ce manque de pouvoir d'achat, ce pouvoir d'achat qui baisse? Alors le pouvoir d'achat qui baisse, en fait, il a deux répercussions. Tout d'abord, bien sûr, sur la satisfaction des besoins du citoyen, et ça c'est du social. D'accord, donc ça c'est du social. Mais également, il faut rappeler que la consommation est un marché pour l'investissement. S'il y a une baisse de la consommation, bien évidemment, cela va générer des difficultés en termes d'écoulement des produits qui sont mis justement au service des consommateurs. Et c'est pour ça que l'inflation, elle est combattue. Aujourd'hui, je dirais, il est même placé en première priorité au niveau international. Vous savez que lorsque les banques centrales, notamment européennes, américaines, ont augmenté le taux directeur, ils ont sacrifié la croissance pour justement combattre l'inflation. Aujourd'hui, d'ailleurs, au Maroc, nous avons un taux directeur de 3%. Dans des pays européens, la BCE, la Banque centrale européenne, il est de 4,5%. Aux États-Unis, aux alentours de 5%. Donc, pour dire que c'est une problématique internationale. Et aujourd'hui, l'inflation, elle est combattue partout. Heureusement, les projections, aussi bien au Maroc qu'au niveau de l'Europe qu'aux États-Unis,
on s'attend au fait à une baisse progressive à partir de 2004 jusqu'à 2026. Au Maroc, aujourd'hui, on parle de 2 à 2,5 pour 2024, on l'espère. C'est la même chose en Europe. On estime que 2,7% en 2024. L'année prochaine, donc. Oui, pour aller vers 2% à l'horizon 2025-26. C'est-à-dire que tous les pays, aujourd'hui, élaborent des politiques visant la réduction de l'inflation. Et justement, quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées aujourd'hui au Maroc pour atténuer cette inflation, pour augmenter le pouvoir d'achat? Alors, l'inflation, en fait, au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, il est porté essentiellement par les produits alimentaires. Alors, bien sûr, il y a le problème de la sécheresse, qui est un problème structurel et qui a fait que, en fait, la production a baissé dans des produits de première nécessité au Maroc. Et vous le disiez tout à l'heure, l'agriculture, c'est l'un des secteurs dont est tributaire le PIB, donc le premier secteur aujourd'hui au Maroc. C'est ça. C'est-à-dire en termes de création d'emplois, mais en termes de richesse, etc. Donc j'ai dit, il y a le service, l'industrie et l'agriculture. Et l'agriculture, il a en fait une dimension sociale. Sociale parce qu'elle est créatrice d'emplois, mais également parce que il prodigue les produits de première nécessité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éradiquer cette inflation, notamment sur les produits alimentaires? Aujourd'hui, que fait l'État? L'État, bien évidemment, je dirais, il a mis en place un programme de 10 milliards de dirhams pour subventionner en amont le secteur agricole, soit la préservation du cheptel, soit le soutien des produits alimentaires de base, en termes d'engrais, en termes de semences. Vous savez que pratiquement 5 milliards de dirhams sont allés aux semences et 4 milliards aux engrais et 1 milliard au crédit agricole pour justement lui donner les moyens pour ne pas exercer trop de pression sur les agriculteurs. Donc il y a une politique qui est mise en place, mais le problème, il est tellement complexe parce qu'il y a une ramification dans laquelle il y a l'international. On connaît un peu les chaînes alimentaires aujourd'hui au niveau mondial qui sont perturbées à cause des guerres, etc., des problèmes de transport et autres, le renchérissement des produits de l'énergie, mais également la sécheresse au Maroc, et puis bien sûr les circuits de distribution. Au Maroc, là également, il y a un impact en termes d'intermédiation, parce que parfois, 4 à 5 intermédiaires avant que le produit arrive chez le consommateur. Donc, il y a un certain nombre de mesures que l'État est en train de mettre en place. Heureusement, nous avons la caisse de compensation qui compense certains produits alimentaires de base. L'État également a mis en place un système de soutien aux transporteurs pour ne pas répercuter le coût du transport sur les produits. Également, il faut rappeler qu'au Maroc, on n'a pas augmenté le prix de l'électricité, bien que l'énergie a augmenté partout, pour justement atténuer l'impact sur le pouvoir d'achat. Donc il y a un certain nombre de mesures, mais le problème reste posé et on espère, comme cela est présagé par les différentes analystes, que le taux d'inflation va progressivement baisser. Un phénomène donc mondial, un ensemble de mesures mises en place, comme vous le dites, qui ont été mises en place par le Maroc, la caisse de compensation, la subvention au transport et on espère justement que d'ici 2024, ça ira mieux. Pour rester sur ces chiffres donc du HCP, les sociétés financières et non financières sont les premiers producteurs de richesse nationale avec la création de 45,3% de la richesse nationale justement. Quelle place occupent aujourd'hui les entreprises donc dans la création de valeur? En fait, le Maroc est un pays qui, depuis toujours, a été en fait une économie qui accorde une importance cruciale au secteur privé. Bien évidemment, l'État a joué un rôle à un certain moment avec des entreprises publiques qui sont en train de diminuer à cause notamment de la privatisation et l'État se garde le droit justement de gérer quelques entreprises stratégiques. Mais c'est le secteur privé avec ses composantes financières et non financières qui constitue l'ossature de l'économie marocaine. Et donc, bien évidemment, il est normal qu'il soit le premier créateur de richesse avec les 45%. Alors, bien sûr, nous avons besoin de renforcer davantage parce que ça devrait être plus que cela. Vous savez qu'avec les orientations éclairées de Sa Majesté, aujourd'hui, la tendance, c'est de renverser en fait la structuration de l'investissement pour aller vers les 2 tiers investissement privé et 1 tiers public, pour justement permettre au privé de produire plus, parce que c'est la dynamique qui va permettre justement, en parlant de l'emploi, de créer l'emploi, parce que si aujourd'hui le Maroc a un objectif de créer 1 million d'emplois à l'horizon 2026, c'est essentiellement grâce au secteur privé. D'accord ? Donc l'État
créer jusqu'à 30 000 emplois par an. C'est ce qui existe depuis des années au niveau des lois de finances. Et donc, le privé est appelé, c'est vrai, il est classé premier en termes de création de richesse, mais il devrait être encore plus performant parce que toute la compétitivité d'une économie, comme le Maroc, qui a choisi cette voie libérale, passe par le secteur privé. Et notamment avec les investissements futurs qui sont prévus aujourd'hui, avec les nombreux projets qui concernent le Maroc. Les besoins de financement des sociétés non financières, eux, ont marqué une très forte augmentation des crédits bancaires. On est passé de 1,6, je pense, à 44,4 milliards de dirhams. Comment expliquer ce gap aussi important en un an ? On l'explique parce que ces entreprises, vous parlez de 2022, étaient sur l'année 22 pour sortir des difficultés de Covid, 2020-2021. Et vous savez qu'à l'époque, pratiquement une grande partie des entreprises étaient en difficulté. Et l'État avait mis en place, avec le système bancaire et financier, un système de crédit qui était allégé en termes d'auto d'intérêt, en termes de conditions de remboursement. Et donc, bien évidemment, les entreprises ont recouru au financement du système financier. Et c'est ce qui explique le recours à un financement, parce que c'était normal. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'arrêts d'activité, il y avait le marché qui était perturbé. Et donc l'année 2022 était l'année de la relance des entreprises. Et pour la relance, bien sûr, ils ont besoin d'être financés. C'est ce qui explique ce recours massif au système financier. On retiendra donc que l'année 2022 était l'année de la relance, c'est ce qui explique donc ce constat. Merci à vous, Monsieur Abdellatif Komat. On arrive déjà au terme de cet entretien de 26 minutes, ça passe tellement vite. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, Mme merci à vous. Voilà. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.